Bienvenue à Apéro Sexo, animé par André et Rosie. Vous écoutez un podcast où nous vous invitons à explorer la sexualité sous ses différents angles à travers nos anecdotes, connaissances et nos expériences. On est deux meilleures amies qui veulent rendre accessibles les connaissances qu'on a acquises à travers notre bac en sexo. Ultimement, on veut détabouiser le sujet parce que la sexualité, c'est une sphère aussi importante que les autres. Asseyez-vous, détendez-vous et profitez de cette heure en notre compagnie. Puis n'oubliez pas d'utiliser le code APEROSEXO10 à la boutique Oui Sensuelle, la magnifique boutique où on enregistre tous nos épisodes. Bon épisode! Bye! Salut! Allô! Bonjour! Bienvenue à ce... Je pense qu'on est rendu au 28e épisode. Non, je suis plus sûre. Je sais pas non plus. À voir. Vous checkerez sur votre petite application. Donc, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un de l'organisme Ça Suffit. Puis avant qu'on commence l'épisode, je vais faire un peu un content warning ou trigger warning sur le sujet de l'épisode. Donc, on va parler de délits sexuels, de pédocriminalité, puis de fantasmes sexuels envers les mineurs. Puis je vais laisser Rosie présenter notre invitée d'aujourd'hui pour lancer l'épisode. Donc, aujourd'hui, on reçoit Pauline, qui est criminologue. Pourquoi on te reçoit aujourd'hui? De quoi on va parler durant l'épisode? Aujourd'hui, moi, je viens présenter Ça Suffit, qui est en fait un service en prévention pour des personnes qui ont des fantasmes socialement inacceptables, notamment envers les mineurs, mais pas que. Ça peut être des fantasmes envers les animaux, des fantasmes de viol. Okay. Et donc, moi, je suis criminologue au CIDS, donc le Centre d'intervention en délinquance sexuelle à Laval. Et donc, je travaille notamment avec les adolescents qui ont commis des délits sexuels. OK, c'est ça. Fait que c'est deux choses. Comme on parlait juste avant qu'on parte l'enregistrement, Ouais. tu as aussi un emploi où les jeunes que tu vois, ils ont aussi commis des crimes sexuels. Exact. OK, c'est ça. Ouais. Puis Ça Suffit, c'est en prévention des crimes sexuels. Ça a été OK. créé par le CIDS pour justement, en fait, on se rendait compte qu'il y avait des personnes qui ne passaient pas à l'acte ou des personnes qui passaient à l'acte mais qui avaient cherché de l'aide avant puis qui n'en avaient pas. Donc le but, c'est vraiment en fait de dire, bon ben, adressons-nous à ces personnes-là et faisons une passerelle entre ces personnes-là puis des professionnels compétents pour éviter en fait la souffrance émotionnelle de ces personnes-là et les passages à l'acte. C'est quoi la prévalence de ces personnes-là? Tu sais, on en parle, puis j'ai l'impression, en fait, c'est quelque chose qui est zéro discuté dans la société parce que c'est un gros tabou. Puis je me dis peut-être que les gens se demandent à quel point, genre, c'est quoi le besoin dans la population d'avoir des organismes comme Ça Suffit? Il y a tellement un chiffre noir parce que il y a beaucoup de personnes qui ont des fantasmes, beaucoup de personnes Qui le disent pas. qui le disent pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans la littérature, c'est 1 à 2% de la population générale. C'est quand même beaucoup, là. Ça se pourrait qu'il y en ait plus, ça se pourrait qu'il y en ait moins. Ouais. Et puis c'est surtout qu'il y a des personnes qui ont des fantasmes sexuels vraiment banales pour des adultes, pour des choses qui sont vraiment saines. Et avec ça, c'est accompagné de fantasmes sexuels qui sont socialement inacceptables. C'est ça, comme tu dis, c'est socialement inacceptable, c'est criminalisé. Fait que de là à, quand on sait la prévalence, quand on fait des statistiques, à quel point les gens vont être honnêtes, entre guillemets, C'est ça. c'est Mais pas pareil que si on parle de autre chose là, dans les statistiques. Là. Mais le fait d'avoir des fantasmes, c'est pas criminel. Non, de passer à l'acte, C'est ça. c'est comme ça peut... Il y a tellement un tabou autour comme... Il y aura C'est une ça. condamnation genre sociale puis morale Exact. de ça. Mais puis là, comme tu disais avant l'épisode, Ça Suffit, c'est comme le seul organisme de ce genre au Québec. Au Québec, Ok. ouais. En Ontario, il y a Talking for Change, et ça s'adresse à une population anglophone plus au niveau canadien. Ok. Mais au Québec, on est les seuls francophones aussi. Et ailleurs, en Europe, il y a déjà un peu plus d'organismes qui sont plus en avance au niveau de la prévention. OK. Donc c'est ça, on pourra revenir là-dessus. Mais en France, en Belgique, en Suisse, Royaume-Uni aussi, il y a quand même pas mal d'organismes qui sont ça. Ça fait à peu près 20 ans quand même que ça a démarré là-bas. OK. Puis toi, tu me disais que tu étais coordinatrice de cet organisme-là. Tu peux-tu nous parler un peu de la manière dont Ça Suffit s'est créé, le besoin que ça le remplit? Oui, exact. Dans le fond, on est 2 coordinatrices. Il y a Clara Audouin aussi, qui est criminologue également au CIDS à Laval. Elle, dans sa job de criminologue, elle travaille avec des personnes qui sont justement pas passées à l'acte. Elle fait de la relation d'aide avec eux. Mais nous, c'est ça. Ça s'est créé il y a 2 ans, en juin 2021. OK. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient besoin de ce genre de service et qu'il n'y avait rien qui était offert. Et c'est suite, en fait, à une recommandation d'un rapport au niveau des victimes de violences sexuelles et conjugales qui ont émis des recommandations, notamment, en fait, de pouvoir ouvrir une ligne d'écoute qui est anonyme, confidentielle, pour des personnes qui auraient ce genre de pensée, mais qui ne seraient pas passées à l'acte. Mais ça fait tellement de sens. Exactement. Donc, nous, on s'est un peu appuyé là-dessus pour, justement, lancer notre ligne d'écoute. C'est sûr qu'après, ça prend des financements, puis ce n'est pas forcément quelque chose de très facile à avoir. C'est pas un sujet sur lequel
les organismes politiques sont forcément très sensibilisés. Ouais. Et puis souvent, c'est un peu contrebalancé entre il y a les victimes, puis il y a les auteurs. Mais là, on tombe un peu dans une craque de c'est des personnes qui ne sont pas passées à l'acte. Ouais. Et si on veut les aider, parce que c'est vraiment des gens qui souffrent, et c'est pas forcément des gens qui vont passer à l'acte. Ouais. Il y a des personnes qui vont avoir des fantasmes, mettons, envers les mineurs toute leur vie, puis qui vont jamais agresser des mineurs. Mais c'est sûr que ça prend de pouvoir offrir de l'aide à ces personnes-là. Oui, puis de penser toute cette problématique-là en dichotomie auteur d'agression et victime, ça empêche un peu de venir travailler en prévention puis de prendre toute l'importance de travailler en prévention. J'ai l'impression, tu sais, moi puis Rosie, on a fait un cours de délinquance au bac, puis c'est un peu là-dessus qu'on misait, puis qu'on allait chercher l'empathie, tu sais, quand on travaille en intervention avec des auteurs de transgressions sexuelles, de comme, la prévention, c'est tout, c'est tellement important. Exact. Et puis, pour donner un chiffre, c'est à peu près la moitié des personnes qui agressent sexuellement des mineurs qui n'ont même pas de fantasme sexuel envers des mineurs. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'autres motivations. Ça peut être tous les cas d'inceste, les agressions intrafamiliales, pas forcément de désir ou de motivation sexuelle, mais ça peut être du contrôle, ça peut être par vengeance, par opportunisme criminel aussi. C'est vraiment quand même assez simple de s'en prendre à des enfants plutôt qu'à des personnes adultes. Malheureusement, c'est des personnes vulnérables, c'est des personnes malléables, c'est des personnes accessibles. Fait que c'est comme, entre gros guillemets, la victime parfaite, ce qui fait en sorte que pour des personnes... Puis c'est là qu'on fait la distinction entre pédophilie puis pédocriminalité. Rosie, tu veux-tu expliquer un peu la différence? En fait, je voulais juste parler du mythe autour duquel, quand on dit « Ah, cette personne-là a commis une agression sexuelle envers un enfant, c'est un pédophile. C'est souvent ce qu'on entend. Est-ce que tu veux défaire ce mythe-là? On l'a vu tellement au bac, puis on a vu les statistiques aussi des personnes qui agressent des enfants qui sont pédophiles et que la majeure partie ne le sont pas. Oui, exact. Dans le fond, déjà, c'est deux choses différentes parce que c'est un terme médical. Donc, la pédophilie, c'est un diagnostic du DSM-5. Donc là, c'est même pas... Maintenant, ils ont rajouté 2 critères. Je pourrais pas vous les dire de mémoire. Mais le premier, dans le fond, c'est d'avoir des fantasmes sexuels envers des personnes mineures ou de poser des gestes. Et puis après, c'est que ça doit durer pendant, je pense, plus de 6 mois, puis que ça doit altérer le fonctionnement normal de la personne. Avoir une détresse qui en... Exactement. Donc, ça, effectivement, le fait d'agresser sexuellement des mineurs, ça peut faire en sorte que la personne reçoive un diagnostic, mais pas forcément. Et puis, il y a très peu de gens qui sont autorisés à poser un diagnostic. Moi, par exemple, en tant que criminologue, je peux pas. Donc, c'est vraiment juste des psychiatres. Exactement. Et puis, agresseur sexuel de mineurs, c'est un terme juridique et légal. Et donc là, c'est toute personne qui a commis une agression sexuelle, soit envers une personne mineure ou adulte. Je pense qu'il y avait eu une étude qu'on avait vue au bac comme quoi les personnes qui avaient commis des agressions sexuelles envers des enfants, 90% des personnes n'avaient pas le diagnostic de pédophile. Après, c'est pas de dire que ces personnes-là n'avaient pas nécessairement de fantasme, mais la grande majorité, tu sais, quand on parle de 90%, c'est énorme. Là. Genre, je vais vérifier la statistique, mais si je me rappelle bien, il me semble que c'était ça. Fait que c'est là de faire la distinction, puis c'est là que tu dis, quand on parle de c'est des victimes parfaites, il y a l'opportunité qui se présente, il y a souvent, je pense que ce qu'on voyait aussi, c'était l'espèce de... Tu sais, tu peux avoir du pouvoir envers un enfant, fait qu'il y a comme une... Tu sais, il y a tellement de choses à prendre en compte que c'est pas seulement d'avoir une fantasmatique envers les mineurs, tu sais. Exact. Mais il y a plein de facteurs. Il n'y a pas une seule raison pourquoi une personne va commettre une agression sexuelle. Et puis c'est surtout qu'à l'inverse, il y a plusieurs personnes, puis quasiment c'est une majorité de personnes qui peuvent avoir des fantasmes envers des mineurs, puis qui vont jamais passer à l'acte. Et ces personnes-là, on a de la difficulté à les rejoindre parce que c'est tellement compliqué. Là, on va parler de stigmatisation, j'imagine, mais c'est tellement compliqué d'aller chercher de l'aide, de dévoiler ça à n'importe qui. Déjà, d'avouer à quelqu'un, même à des amis, qu'on a des problèmes, mettons, de santé mentale, de toxicomanie ou quoi que ce soit, c'est quand même compliqué. Mais alors, quand on parle de problèmes en lien avec la sexualité, puis en lien avec des fantasmes envers des mineurs, c'est extrêmement compliqué. Je pense que le premier réflexe, c'est celle de comme, OK, il faut interner cette personne. Tu sais, je pense que le tabou est tellement grand que c'est tout de suite un sentiment de peur plutôt qu'un sentiment d'aide qui va être apporté à la personne qui se confie. Vas-y. Aussi, la personne ne veut pas briser le silence. Là. La personne, tu sais, si elle se dit, je ne commettrai pas, je sais que moi, ça va rester de l'ordre de la fantasmatique. Sauf qu'il peut en découler une détresse aussi par rapport au fait à quel point c'est stigmatisé. Puis c'est le point qu'on voulait aborder aussi de comment ça suffit remplir une espèce de vide aussi de... On peut en parler de façon confidentielle, puis on ouvre la porte à ces personnes-là de venir se confier. Tu sais, il y a comme ce qui existe. Tu sais, c'est comme... J'imagine que ça doit être plus difficile d'aller consulter, par exemple, une sexologue, criminologue, quand on n'a pas nécessairement passé à l'acte. On doit se demander, OK, mais à quoi ça servirait? Tu sais, fait que là, d'avoir une ligne d'écoute qui permet de se
de se dévoiler dans la confidentialité, c'est sûr que ça apporte comme, tu sais... Bien sûr. Puis c'est pour ça que c'est essentiel que ce soit confidentiel. Après, c'est sûr qu'il y a des limites à cette confidentialité-là. Oui. Et donc, c'est pour ça que quand les personnes appellent sur notre ligne d'écoute, ou même quand les personnes commencent un clavardage, il y a un message qui s'affiche de nous, si on est en mesure d'identifier une victime mineure qui a été victime ou qui est à risque imminent de l'être, on est dans l'obligation de signaler. Donc, c'est sûr que c'est aussi important que les personnes puissent savoir ça. Mais effectivement, le but, c'est d'offrir un espace sécuritaire où elles puissent venir parler de ces fantasmes-là. Et puis, une des grosses missions de Ça suffit, c'est aussi de faire le lien entre ces personnes-là puis des professionnels. Donc, c'est vraiment de pouvoir offrir de l'écoute et après des références quand même. Je me demande, étant donné que vous travaillez avec de la fantasmatique sexuelle, est-ce qu'il y a des sexologues qui travaillent pour Ça suffit? Alors, Ça suffit, dans le fond, au CIDS, il y a des sexologues, mais nous, Ça suffit, c'est des personnes bénévoles qui sont formées, bien évidemment. Puis, ils les mettent en lien avec. Exactement. Et donc, ils prennent les appels, ils répondent au clavardage. Il y a toute une équipe, donc notamment Clara et moi, qui coordonnons le projet, où nous, on est là aussi pour les bénévoles, pour les situations plus délicates. Mais après, ça, c'est vraiment de l'écoute, et il n'y a pas de relation d'aide au téléphone. C'est vraiment de l'écoute active pour là, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour justement les aider dans cette souffrance-là, et après les mettre en lien. Il y a des personnes qui directement vont demander à être mises en lien avec des sexologues, des psychologues, etc. Pour d'autres, ça prend plus de temps, parce que parfois, c'est juste d'abord d'avoir de l'écoute, de pouvoir se livrer sur des enjeux aussi qui viennent avec le fait d'avoir ce genre de fantasme. OK, fait que il y a comme deux voies. Il y a les gens qui viennent juste comme se confier puis avoir l'écoute, et il y a aussi le référencement qui peut être fait à la demande de la personne, j'imagine. OK. Fait que tout se fait par clavardage, par téléphone. Exact. Et puis, on a un site Internet aussi où il y a des modules d'auto-assistance. Donc ça, c'est un peu des petits exercices, dans le fond. C'est pour les personnes qui voudraient commencer un cheminement à la maison, qui ne sont pas forcément prêts à aller chercher de l'aide auprès d'un professionnel directement. Ça remplace évidemment pas l'aide de psychologue, sexologue, etc. Mais c'est vraiment justement pour amorcer une réflexion individuelle. Donc, on en a sur c'est quoi un fantasme, c'est quoi les déclencheurs, la gestion des émotions, comment est-ce qu'on arrive à se livrer. Et donc, ça peut permettre aux personnes de débuter, c'est ça, un cheminement depuis chez eux, puis après se mettre en marche pour aller voir quelqu'un. C'est vraiment cool. Fait que genre, au-delà de l'écoute, vous rendez accessible des outils comme un peu d'auto-aide pour les gens qui consultent les sites. Puis là, si on continue un peu avec les mythes, on en a un peu parlé tantôt quand on a différencié les auteurs d'agressions sexuelles envers des mineurs et les pédophiles. Si on rentre dans ceux qu'on a vu, qu'on entend aussi souvent, comme quoi une personne qui aurait des intérêts sexuels problématiques, comme on parlait un peu tantôt, est-ce que c'est nécessairement un problème de santé mentale? Non, effectivement, comme on disait, c'est que c'est un diagnostic. Donc, c'est des personnes qui sont totalement saines. En fait, c'est vraiment des gens comme vous et moi. Donc, des personnes de tout âge. Dans la littérature, il y a plusieurs théories, mais souvent, en fait, pour certains auteurs, c'est pas une vérité absolue, mais ça pourrait être une orientation sexuelle selon l'âge et pas selon le genre. Donc, c'est quelque chose qui peut débuter à l'adolescence. Et puis, c'est sûr que quand on est enfant, c'est normal d'être attiré par des enfants. Et quand on est adolescent, forcément que là, si on est toujours attiré par des enfants, ça peut devenir un peu compliqué. Mais ça aussi, il y a beaucoup de mécanismes de défense qui se mettent en place, beaucoup de minimisation. Quand on a 15 ans puis qu'on tripe sur des enfants de 8-9 ans, on peut se dire c'est une passe, ça va changer. Et finalement, c'est plus au début de l'âge adulte qu'on commence justement à voir ces personnes-là parce que ça passe pas. Et puis qu'il y a beaucoup de souffrance aussi, quoi. Parce que c'est pas des choses qu'on choisit. Donc c'est non, effectivement pas du tout un problème de santé mentale. Ça peut parfois être accompagné d'eux, mais c'est deux choses vraiment distinctes. Je pense que j'aime ça que tu mettes l'emphase sur le fait que c'est pas quelque chose qu'on choisit. Ces personnes-là ne font pas le choix délibérément d'avoir des fantasmes sur les enfants, comme n'importe quel fantasmatique. C'est la même chose, là. Les gens peuvent se poser des questions sur pourquoi moi ça, c'est un de mes fantasmes sexuels. C'est rare que tu fais le choix de... Exact. Dans tous les cas, là, comme c'est pas... juste à cause que comme c'est tabou que la personne fera un choix, là. Exact. Puis nous, ça nous permet un peu de les responsabiliser aussi, en fait, en disant tu choisis pas tes fantasmes, tu choisis ce que tu fais avec. C'est un peu notre phrase catchy qu'on dit tout le temps, mais c'est vrai que oui, c'est important. Donc si tu le choisis pas, ça permet justement d'apporter une approche vraiment empathique, puis de les responsabiliser aussi en disant par contre qu'est-ce que tu fais avec, est-ce que tu vas chercher de l'aide, est-ce que tu arrives à en parler, même si ça prend du temps, c'est correct, mais c'est ça,
c'est toi aussi qui peux avoir du contrôle. Puis souvent, ça peut être rassurant aussi pour ces personnes-là. Mais oui, j'imagine d'entendre ça. Là. Ils doivent tellement pas avoir d'espace empathique dans leur... Ben, ils n'ont pas d'espace pour en parler de un, puis en plus d'avoir un espace empathique pour se confier, c'est comme rarissime. Fait que ça doit être super rassurant pour eux. Je propose qu'on continue sur la liste des mythes. Fait qu'on te dise des mythes, puis tu nous dises, comme tu viens de faire, si c'est un mythe ou pas, puis comme pourquoi ce serait un mythe. Bon. Ça va être tous des mythes. Tu veux lire le prochain? Je consomme des images d'exploitation sexuelle, puis je pense que ça va être un truc qu'on va revenir un peu plus tard avec la porno qui est comme excessivement consommée. Donc, je continue. Je consomme des images d'exploitation sexuelle de mineurs sur Internet, donc je ne fais de mal à aucun enfant réel. C'est un mythe, évidemment. C'est un délit, en fait, déjà de base. Et souvent, en fait, c'est des croyances erronées, des distorsions qu'on peut entendre, même avec des personnes qui sont judiciarisées. Non, effectivement, ça fait des victimes. Il y a des vrais enfants derrière la caméra. Et puis, c'est tout aussi dommageable, en fait, parce que les images restent de manière indéterminée sur Internet. Et puis, même si c'est pas la personne qui consomme ce genre d'image qui a posé les gestes, il y a des enfants qui sont abusés. En fait. Oui, c'est ça, à travers ces vidéos-là, puis à travers... Exact. Que ce soit une agression sexuelle avec contact ou un délit sexuel sans contact, il y a les mêmes conséquences pour les victimes. Ça me fait penser, j'avais complètement oublié ça. Dans ma première année, j'étudiais à Québec, puis on avait eu une personne qui s'était fait arrêter pour consommation de pornographie juvénile, puis qui était venue comme nous parler. Puis ça m'a juste fait penser à tout ce qu'on disait un peu tantôt, que la personne, c'était vraiment un témoignage super touchant parce qu'on voyait que la personne, premièrement, souffrait énormément de cette fantasmatique-là qu'elle n'avait pas décidé du tout. Puis ça a été le fun d'avoir tout dans notre parcours ce genre de témoignage-là parce que je pense que l'empathie est vraiment, vraiment nécessaire. Puis moi puis André, on en parlait tantôt de comment ton emploi nécessite énormément d'empathie et de compréhension pour ces personnes-là. Puis la raison de, je pense, pourquoi on est capable, c'est justement qu'on se rend compte que ces personnes-là souffrent eux-mêmes de cette fantasmatique-là. Fait que ça m'a juste fait penser que j'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait comme fait un témoignage là-dessus. C'était comme un cours complet. C'était super intéressant parce que je pense que ça permet aussi de voir l'autre côté aussi de... Tu sais, des fois, c'est facile de comme, je comprends pas. Pourquoi, tu sais? En tout cas, ça m'a fait penser à ça. Mettons, quand on faisait le cours de délinquance, c'est vraiment... C'est soit je suis du côté des victimes, soit je suis du côté des auteurs. Ça retombe tout le temps à ça. Puis c'est comme, c'est trop difficile d'avoir de l'empathie pour les auteurs. Fait que je vais me ranger du côté des victimes. Fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent en victimologie qu'en criminologie. Exact. Puis là, ça suffit, c'est vraiment entre les deux. C'est ça. C'est-à-dire que comme c'est même pas des personnes qui sont passées à l'acte. Puis c'est beaucoup aussi l'amalgame, entre si tu as des fantasmes, tu es forcément un agresseur sexuel d'enfant ou un futur, c'est que forcément que tu vas passer à l'acte alors que pas du tout. Donc forcément que même pour ces personnes-là, c'est compliqué d'aller chercher de l'aide parce que c'est quelque chose que tu intègres très rapidement. Puis on envoie une image. Si je vous demandais à quoi est-ce que vous pensez que ça ressemble à un pédophile, je comprends. C'est comme, tu sais, même les personnes, quand tu nous disais tantôt, les personnes que vous recevez, même à ça suffit, je sais qu'il y a l'aspect confidentiel puis tout, mais tu sais, après, tu peux voir des personnes en consultation que c'est de tout âge aussi. Bien sûr. Tu sais, c'est comme, c'est le genre de préjugé qu'on est genre, c'est un homme de 54 ans, mais c'est vrai, tu sais, puis comme, ben non, ça peut être ton collègue de travail qui a 24 ans, qui a le même âge que toi, tu sais. Bien sûr. Il n'y a pas de profil type. Non, vraiment pas. Il n'y a pas de milieu socio-économique, il n'y a pas d'origine culturelle, c'est absolument tout le monde. Il y a des femmes aussi. C'est sûr que la prévalence est plus faible, mais il y a aussi des femmes qui ont ce genre de fantasme. Puis justement, je sais qu'on en a parlé tantôt, mais ça suffit, n'importe quelle personne de n'importe quel âge peut entrer. OK, c'est ça, c'est pas juste comme pour les adultes. Non, ça peut être des adolescents, ça peut être des hommes, des femmes, des personnes non binaires, des personnes transgenres, transsexuelles, peu importe... Le but, c'est vraiment d'offrir de l'aide et de l'écoute pour ces personnes-là. OK. Puis c'est à quel âge, je sais pas si tu as la réponse, mais tu sais, à quel âge qu'on considérerait pas ça? Tu sais, par exemple, un ado de 16 ans, est-ce qu'on peut commencer à avoir des doutes? Tu sais, y a-t-il des critères qui peuvent vous aider à voir si il y aurait comme de la fantasmatique envers des plus jeunes ou... Tu sais, je sais pas si tu comprends ma question, mais... Tu sais, quand c'est plus vieux, on dirait que le gap d'âge est clair. Tu sais, est-ce que c'est... quand c'est des enfants prépubères... T'sais, est-ce qu'il y a comme un... Je sais pas comment expliquer ma question, mais... Peut-être que vous vous fiez selon la loi, puis il y a comme le nombre d'âges d'écart que tu peux avoir dans une relation entre mineurs, dans une relation... C'est-tu ce que vous fiez selon les codes de loi pour savoir à partir de quand c'est plus acceptable de fantasmer sur quelqu'un? Nous, déjà au CIDS, la majorité des gens sont judiciarisés. Donc, ils viennent parce qu'il y a eu une agression sexuelle. Donc, parfois, c'est des jeunes du même âge. Parfois, il y a des âges différents.
pour répondre à ta question, c'est est-ce qu'il y a une souffrance en arrière? Parce que si tu as 16 ans puis que tu tombes amoureux ou amoureuse de quelqu'un qui en a 14, est-ce que c'est la même problématique que si tu tombes amoureux de quelqu'un qui a 8 ans? Pas forcément. Donc ce serait vraiment plus du cas par cas. Il n'y a pas de critères, de choses vraiment préétablies. La loi, en fait, par rapport au consentement, effectivement, mais le consentement, c'est les âges, c'est 12-13 ans, c'est moins de 2 ans, 14-15, c'est moins de 5 ans. Donc là, effectivement, c'est le côté très légal. Nous, on travaille plus aussi avec c'est quoi, comment la personne se sent. Est-ce que ça amène de la souffrance? Est-ce que ça amène justement des transgressions ou des choses qui pourraient être plus compliquées? OK, fait que c'est plus l'ordre de ça. C'est bon à savoir dans le sens que comme mettons, pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment, puis comme, je tombe pas dans les critères légaux d'une fantasmatique qui pourrait mener à une criminalité, mais j'ai quand même l'espace pour appeler puis me faire écouter, tu sais, peu importe, parce que vous travaillez dans les zones grises. Bien sûr. Et puis parfois, ça permet juste de clarifier certaines choses. Moi, je me souviens d'une personne qui nous avait contacté sur le clavardage. C'était un jeune de 15 ans. Et il nous contactait parce qu'il avait peur d'être pédophile. Mais c'est parce qu'en fait, il avait été extrêmement gêné quand il avait vu, je pense que c'était quelqu'un de sa famille qui se faisait changer la couche. Et donc là, il se demandait, est-ce que c'est normal que j'ai ressenti cette gêne? Est-ce que je suis pédophile? Donc ça aussi, ça suffit, ça s'adresse aussi à ces personnes-là. Si ça peut lui éviter de penser qu'il est pédophile, bon, allons-y, on va déconstruire tout ça. Oui, il peut y avoir de l'éducation à travers ça aussi. Exactement. Qui vous en faites beaucoup. Là. Les bénévoles doivent avoir une formation. Oui, bien sûr. Ouais. Les bénévoles sont formés par Clara et moi de Ça suffit. Puis chaque mois, on les rencontre aussi avec Gabrielle Teinturier, qui est notre chargée de projet. Et donc, on fait des rencontres mensuelles. Et puis, nous, on est de toute façon toujours disponibles. C'est pour ça que la ligne d'écoute, dans le fond, elle est ouverte du lundi au jeudi, de 9h à 18h. Pareil pour le clavardage. Mais parce que nous, on ne répond pas au téléphone, mais on est responsable de, mettons que s'il y a une bénévole ou un bénévole qui est en difficulté, ils peuvent nous appeler, puis nous, on va les aider là-dedans. OK. On continue avec les mythes. Oui, je vais passer au prochain mythe. Vas-y. OK. Donc, quelqu'un vous dit « J'ai des fantasmes envers les garçons mineurs, donc je suis homosexuel ou bisexuel. » C'est un mythe. Effectivement, en fait, c'est un peu ce qu'on disait, c'est que ça peut être des femmes, ça peut être des hommes, ils peuvent être hétérosexuels, bisexuels, pansexuels, homosexuels, peu importe. Et puis, c'est pas parce qu'on a un fantasme sur un garçon ou sur une fille que ça détermine toute notre orientation sexuelle. C'est vraiment deux choses différentes. Je pense que l'argument de la pédocriminalité ou la pédophilie a été utilisé à l'encontre de la communauté queer depuis très longtemps. Exact. Si on associe une orientation sexuelle qu'on juge immorale à quelque chose dont universellement, on s'entend que c'est pas correct. Par exemple, la vulnérabilité des enfants, ça vient chercher tout le monde. Ben, c'est un outil super pour des institutions de dire « Ah, ben voyez, les homosexuels sont pas acceptés dans la société parce que ils ont des fantasmes envers les enfants », ce qui est complètement faux, mais c'est comme un peu une tactique discursive qui a été utilisée et qui est encore utilisée. On voit les manifestations pour la protection des vies trans, puis pour l'enseignement de la diversité de genre à l'école. C'est des arguments qui sont encore utilisés par la droite. Qui est vraiment un amalgame très dangereux qui est fait entre la diversité sexuelle et de genre et la pédocriminalité. Et l'homosexualité était condamnée jusqu'à assez récemment quand même. Hein. Donc, mais la grosse différence, c'est le consentement. C'est-à-dire que deux personnes du même sexe peuvent avoir des relations sexuelles parce que les deux personnes sont consentantes. Alors qu'il n'y aura jamais de consentement possible entre une personne adulte et une personne mineure. Exact. Parce que c'est une relation verticale de contrôle et de pouvoir. Exact. Finalement, le dernier mythe qu'on avait, c'était « Je suis un homme, donc je ne suis pas capable de contrôler mes pulsions sexuelles. » C'est faux. J'ai plus les études, mais il y a quand même beaucoup d'agressions sexuelles sur des personnes mineures qui sont planifiées. Parce que c'est jamais fait devant des témoins, c'est pas fait dans la rue. Donc, puis même la notion de secret. Donc, déjà là, ça va aussi à l'encontre du fait que... si c'est planifié, c'est pas une pulsion du moment. Et puis, personne n'est soumis à ces pulsions. Tout le monde est capable de se contrôler. Donc, effectivement, ça, c'est des choses à déconstruire. Oui, c'est ça qu'on apprend en cours. Puis, c'est, je me rappelle plus de chez vous aussi, mais très majoritairement les proches des jeunes en question. Donc, ça va être un gardien, gardienne, voisin, oncle, peu importe. Ça va être quelqu'un de proche qui fréquente le jeune et qui est capable de cibler le moment où ce sera le plus facile de le faire. Puis est-ce que c'est comme un discours social du mythe qu'on vient de parler où il y a des personnes que tu reçois en consultation qui vont dire « Ah, mais c'était incontrôlable, c'était une pulsion » ou c'est plus quelque chose qu'on entend comme socialement?
Souvent, c'est des choses qu'on peut entendre, mais que quand on le travaille, on se rend compte qu'il y a eu des étapes. Oui, c'est ça. Okay. Donc, forcément que... Mais on parlait un peu justement de croyances erronées, de mécanismes de défense, ça en fait partie aussi. Le fait de minimiser ou le fait de se dédouaner de tout ça, c'est aussi pour se préserver psychiquement. Et quand on regarde ça en consultation avec eux, en rencontre, rapidement, c'est des arguments qui tiennent plus. Donc, même les personnes se rendent à l'évidence que, non, c'est pas des... Par contre, l'impulsivité, ça peut être un des facteurs aussi qui peut expliquer un passage à l'acte, sans jamais le justifier. Mais oui, effectivement, dans des agresseurs sexuels, parfois, il y a quand même un niveau d'impulsivité qui peut être un peu plus grand. OK. Tu parlais aussi que ça suffit, c'est une ligne d'écoute pas juste pour les fantasmatiques sexuels envers les mineurs, mais sur les animaux ou tout ce qui est non normatif, en fait. Socialement inacceptable, c'est dans le sens que si le fantasme était agi, ce serait illégal. Donc, par exemple, de l'exhibitionnisme, le voyeurisme, c'est des fantasmes que tu peux triper en pensant à ça dans ta chambre. Par contre, si tu l'agis, ça devient illégal et donc ça devient effectivement socialement inacceptable. Est-ce que la majorité de vos appels ou de vos messages sont pour des personnes qui ont une fantasmatique sur les mineurs? Ou c'est un peu de tout, puis la proportion est C'est un peu de tout. Nous, c'est sûr qu'on met souvent de l'avant l'attirance sexuelle pour les mineurs, enfin les fantasmes sexuels envers les mineurs, parce que si on disait simplement les fantasmes socialement inacceptables, on a peur que les personnes qui aient des fantasmes envers les mineurs ne se sentent pas concernées. Donc c'est pour ça qu'on le médiatise un petit peu comme ça, on veut mettre de l'avant pour que justement ces personnes-là se sentent aussi à l'aise de nous appeler. Les statistiques, ça change un petit peu tout le temps. C'est notre chargée de projet, là, Gabrielle, qui pourrait nous en donner plus. C'est entre 30 et 40% que ça concerne les personnes mineures. Puis après, ça peut être vraiment très divers. Parfois, il y a beaucoup aussi de tout ce qui est la compulsion sexuelle. Toute la consommation de pornographie qui devient problématique, la masturbation compulsive, donc il y a quand même divers sujets qui sont traités, puis c'est sûr qu'on raccroche pas au nez quand les personnes nous appellent, puis on va faire des références également. Puis toi, est-ce que tu fais juste les auteurs d'agressions sexuelles qui ont commis des agressions sexuelles? Dans ta pratique, c'est quoi que tu... Ouais, au CIDS, oui. Moi, c'est pas forcément... Parce que la majorité des personnes qui viennent au CIDS, c'est des adultes, majorité d'hommes aussi, qui sont condamnés ou qui vont être condamnés, qui ont déjà été arrêtés puis qui vont passer devant la justice. Moi, avec les adolescents, ils ne sont pas forcément tous judiciarisés parce qu'il y en a qui sont quand même relativement jeunes. Ça commence à partir de 12 ans. Et donc, c'est sûr que c'est souvent la protection de la jeunesse qui est là. Ils ont des obligations de soins. La plupart sont obligés de venir aux rencontres. Mais oui, tous ont commis soit des délits sexuels, soit des comportements sexuels problématiques. C'est ça que j'allais demander, si c'est souvent une obligation de la cour ou... La majeure partie du temps, oui. Il y en a certains, pas forcément. Puis par exemple, Clara... la co-coordinatrice de Ça Suffit, elle a un groupe d'adultes, le groupe Ça Suffit, donc c'est des personnes qui ont des fantasmes sexuels envers des mineurs qui sont jamais passés à l'acte et qui viennent chercher de l'aide. Fait qu'eux, c'est une clientèle qui est volontaire. Exactement. Exactement. C'est comment de travailler au contraire avec des personnes qui sont obligées d'être là? C'est à peu près... c'est sûr que c'est pas les mêmes enjeux au niveau des programmes et puis au niveau de l'intervention. Mais après, nous, ça fait... dans le sens où nous, on n'a pas d'obligation de surveillance par rapport à ces gens-là. Donc, c'est vraiment comme quand tu vas à ta séance chez le psy. Hein. Donc, nous, s'ils viennent, tant mieux, puis on va travailler avec eux. S'ils viennent pas, c'est pas à nous de leur taper sur les doigts. C'est avec leurs agents de probation, agents de libération conditionnelle. Donc, mais c'est sûr qu'au niveau des cibles d'intervention, c'est pas les mêmes choses. Parce que dans les groupes de prévention, on est vraiment plus sur du soutien, sur du support, sur comment est-ce qu'on arrive à gérer ce genre de fantasme, versus avec des personnes qui sont passées à l'acte, on est vraiment plus en réduction des méfaits, donc prévention de la récidive. OK. On pourrait passer avec l'utilisation... Non, pas avec l'utilisation. Avec la montée de la pornographie, l'Internet, qui est aussi, la porno aussi, qui est aussi accessible. Comment... je sais pas si tu as la réponse, mais comment l'utilisation d'Internet pourrait influencer la fantasmatique sexuelle qui est non socialement acceptable, comme on parlait un peu préalablement? Ouais, il y a deux choses. C'est-à-dire que la porno en soi, c'est pas ça qui cause le fait que les personnes vont avoir des fantasmes. Par contre, effectivement, ça peut engendrer, puis c'est surtout, on va le voir avec les personnes qui consomment des images de pornographie juvénile, souvent il peut y avoir une saturation du contenu. Donc, c'est des personnes qui regardent beaucoup de pornographie. Puis, on va avoir une espèce de crescendo un peu au niveau des vidéos qu'ils vont regarder, parce qu'il y a un effet de satiété. Donc, quand tu regardes les mêmes vidéos, t'as
pour certaines personnes, hein, c'est pas pour tout le monde, mais tu vas avoir besoin de regarder un truc un peu plus rough et forcément ou de quelque chose qui va juste changer aussi. Et donc c'est là où tu peux commencer à tomber sur des vidéos qui sont plus socialement inacceptables, que ce soit par rapport à de la zoophilie, par rapport à de l'exploitation sexuelle des mineurs. Parce que ça peut commencer sur des sites de porno très mainstream, que le titre, c'est simplement Young High School Girl, puis ce sont des actrices, on espère pour la plupart majeures, mais qui jouent le rôle d'adolescente à l'école, puis c'est un fantasme extrêmement commun, puis ce sont des vidéos qui sont tout le temps dans les plus populaires quand tu ouvres n'importe quel site XNX, en tout cas je m'en rappelle plus, Pornhub, tous ces sites-là. C'est souvent dans les premières recommandations. Exact. Fait que ce serait complètement faux, puis ça serait se mentir de dire que comme socialement, les gens ne consomment pas ce genre de contenu. Ça m'a fait penser que tantôt quand je disais l'homme qui est venu nous faire un témoignage, son histoire, c'était qu'il regardait de la porno de façon compulsive et que c'était pour traiter beaucoup d'intimidation à l'école puis tout ça. Fait que c'était comme un profil type de pour me sentir mieux, je me masturbe, regarder de la porno, puis là, c'était comme excessif. Puis ce qu'il disait, c'est exactement ce que tu as dit, c'est qu'au début, on regardait, comme on dit, comme mainstream, Pornhub, puis de plus en plus, il se rendait dans ce qui était plus comme hardcore, genre, de plus en plus violent, et après, il disait de plus en plus jeune. Fait que c'est là qu'il est tombé, puis il dit... Je m'en rappelle, il était comme, c'est fou comment vous pensez que c'est pas accessible, mais c'est excessivement accessible. Mais genre, le dark web puis tout, il était comme, t'as pas besoin de pirater un... Tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est fou, tu sais, à quel point c'est accessible. Puis ces gens-là, ce qu'ils disaient, c'est que lui, il s'était bâti une espèce de communauté, puis ces gens-là se partageaient du matériel en ligne, puis là, ça a été comme démantelé par la police, whatever. Mais ce qu'il disait, puis ça m'a fait rappeler ça quand tu disais ça, au début, lui, il n'y avait pas du tout de la fantasmatique envers les mineurs, ça s'est développé parce que c'est ce qui est de moins socialement accepté, puis il y avait toujours besoin de plus. Puis c'est ça qu'il disait, de comme... En tout cas, je ne vais pas donner trop de détails parce que moi, ça m'a un peu comme ça me... Oui, mais c'était juste de plus en plus jeune, tu sais. Puis au début, ça n'avait pas rapport avec ça du tout, tu sais. Fait que je pense que... Ben, en fait, je me demande ton avis par rapport à ça, tu sais, par rapport à l'accès tellement facile. Est-ce que ça pourrait débloquer une fantasmatique qu'au début, tu n'aurais pas eu du tout si au final, tu n'en avais pas consommé, tu sais? Sans dire que la pornographie est la cause. Non, c'est ça. C'est ça, parce que c'est ce que j'avais souligné à la base, finalement, c'est que c'est l'utilisation de la sexualité comme un mécanisme d'adaptation. Oui, exact. C'est pas juste parce que tu regardes beaucoup de porno, mais c'est le fait que quand tu te sens triste, quand tu te sens fâché, tu vas gérer tes émotions en regardant de la pornographie. Puis là, effectivement, il peut y avoir une accumulation. C'est sûr que oui, ça peut jouer un rôle. Puis c'est aussi pour ça que nous, depuis récemment, on a fait un partenariat avec Pornhub, où justement, eux, ils ont eu des gros problèmes par rapport à la pornographie juvénile il y a quelques années. Et donc, nous, maintenant, on a commencé à mettre des messages de publicité sur certaines des mots-clés teen, adolescentes. Et donc, comme ça, quand les personnes regardent des vidéos qui sont effectivement, en soi, c'est légal. C'est des actrices qui font jeunes, mais qui sont majeures. Mais comme ça, si tu regardes ce genre de vidéo, il y a le numéro de Ça Suffit, il y a notre site internet, puis si tu cliques dessus, tu arrives sur notre site. Le but, c'est vraiment d'agir en prévention. Incroyable d'avoir fait ça. J'avais jamais entendu ce genre d'initiative, puis leur siège social est à Montréal, fait que j'imagine que vous avez comme ça qu'on a eu accès à. Et puis, ils sont quand même dans une... parce que je pense qu'ils ont été vraiment dans le trouble. Donc, c'est sûr qu'ils ont tout intérêt à commencer à collaborer avec des organismes comme Ça Suffit. Après, je te dirais que il y a aussi des personnes, t'as pas besoin d'aller sur le dark web pour trouver ce genre d'images, mais parce que il y a des personnes qui se masturbent ou qui fantasment, c'est même pas des images sexuelles. Nous, on a des personnes qui viennent puis qui regardent des chaînes YouTube de jeunes filles qui se maquillent. Il y a rien de sexuel, mais eux, ça va les exciter puis ils vont se masturber devant ça. Instagram. S'il y a un petit message à faire passer, c'est ne mettez pas de photos de vos enfants sur Instagram. Ou tu peux le mettre, mets ton compte en privé. Il y a des choses que tu peux faire aussi pour éviter. Parce que c'est pas juste forcément des images sexuelles. Donc oui, non, faut quand même faire attention à ce qu'on met sur Internet. Même pour les parents, faut encadrer les adolescents sur Snapchat, sur tout ce genre de choses. Moi, je travaille avec des jeunes. Effectivement, il y a des espèces de réseaux pédocriminels qui sont sur ce genre d'application aussi. Oh mon Dieu, moi, j'ai eu un cas quand j'ai fait mon stage, c'était sur des... Je vais pas dire l'application, mais c'est des jeux en ligne, là, genre comme Minecraft, mais c'est pas ça. Puis, tu sais, moi, j'avais jamais entendu... Tu sais, moi, j'avais entendu parler de Snapchat parce que c'est une application comme de photos, tu sais, mais que des personnes, pas recrutées, mais recrutées pour avoir des images,
de personnes mineures sur des applications jeux, là. C'était pas Minecraft, mais c'est quelque chose comme ça. Puis j'avais jamais entendu ça. Puis c'est... Quand j'ai parlé à la mère, elle était comme, je peux pas croire, tu sais. Tu sais, elle avait comme son iPad, puis elle a joué à genre ces petits jeux. Mais tu sais, c'est rendu qu'il y a beaucoup de jeux qui c'est comme interactif, tu peux avoir un clavardage, whatever. Puis cette personne-là avait réussi à avoir le contact Snapchat, puis tout ça, puis finalement, ça c'était comme... Je veux dire, tu penses pas pantoute à ça, là, quand ton enfant a 12 ans, puis comme joue à Minecraft sur son iPad, là, je veux dire, t'es pas comme, il pourrait arriver quelque chose de grave, tu sais. Fait que c'est fou à quel point c'est rendu comme accessible-ish. Puis comme tu dis, j'avais pas comme eu la pensée, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement aussi des images sexuelles d'enfants, tu sais. Je veux dire, c'est n'importe quelle image. Puis... Mais ce que la personne disait, c'est que lui, dans son cas, c'était des images sexuelles et à quel point c'était accessible sur le web. Puis que t'as pas besoin de pirater un ordinateur pour avoir accès à ça. Moi, je connais rien. Je suis comme... Dark web, je suis comme quoi? Mais en tout cas, tout ce qu'il disait, puis ça fait peut-être 4-5 ans. Fait que, tu sais, c'est fou que j'imagine même pas où c'est rendu maintenant. C'est clair. Comment s'articulent les réseaux de partage de photos? Tu sais, mettons, Rosie parlait d'un témoignage où quelqu'un avait vraiment un réseau avec des gens avec qui discuter. Comment ça prend forme, ce genre de... Ça, je pourrais pas te dire, mais c'est sur absolument tout. Il y a des groupes sur WhatsApp, sur Snapchat, sur Discord, sur... Ouais, je pourrais pas, honnêtement, je sais même pas comment est-ce que ces gens-là prennent contact avec d'autres personnes. Parfois, ça peut être par le dark web, parfois, c'est des groupes Facebook. Et puis, une fois que tu es dans un certain groupe, tu vas arriver dans d'autres groupes, puis tu as commencé des échanges de photos. Mais... J'imagine que ça peut être sur n'importe quelle plateforme. Je m'en rappelle pas exactement, mais tu sais, quand tu mets du contenu en ligne, tu es souvent sous un profil quelconque, tu sais. Puis t'as le consommateur, mais t'as la personne qui publie, là. Puis je pense que c'était comme... Toutes les personnes qui consommaient, par exemple, le contenu X, finalement réussissaient à comme, créer un groupe où il y avait l'échange de matériel pornographique juvénile. Puis c'est ça, ce qui était fou, c'était juste comme... on dirait que, si je me rappelle bien, il disait que c'était des personnes qui, pas qui deviennent proches, mais qui se comprennent aussi, parce qu'il y avait comme une espèce de discussion qui se créait. Puis que tu peux parler enfin avec des personnes d'une problématique que tu vis, puis que tu sens que ces gens-là te comprennent. C'était vague dans sa présentation, mais je me rappelle qu'il y avait eu quelque chose par rapport à ça, parce que comme n'importe quoi, déjà, entre amis, on parle pas tant de sexe, mais on en parle. Mais je veux dire, on sait le tabou autour de ça. Fait que je veux dire, c'est rare que tu vas aller te confier à ton ami d'un fantasme socialement inacceptable. Fait que il y avait comme ce petit aspect-là, je pense, qui est important à nommer, de l'importance de ça suffit là-dedans, parce que justement, t'as comme une place où tu peux te confier, te faire écouter. Fait que je pense que ça... Puis souvent, c'est des gens qui ont besoin de soutien. Et il y a des groupes, à l'inverse, qui sont vraiment positifs. Before You Act, je sais pas si vous connaissez. Non, Virtuous Pedophile, c'est comme tout justement des sites qui sont modérés. Et c'est pour des personnes qui ont des attirances sexuelles envers les mineurs, pour qu'ils puissent, en fait, juste parler entre eux de tout ce qu'ils vivent aussi, hein, l'isolement, la stigmatisation, la honte. Et donc, c'est sûr qu'il y a besoin de ces espaces-là. Je pense que c'est plus des communautés anglophones. C'est à Montréal? Non, c'est pas juste à Montréal, non, c'est des sites internet, mais je pourrais vous envoyer les liens si je... On pourrait les mettre en description de l'épisode. C'est ça. Mais ça fait le lien avec notre prochain point, qui est l'isolement puis la stigmatisation. Puis comme quoi, l'isolement est comme un marqueur super important dans soit la réinsertion sociale ou juste la suite des choses pour quelqu'un qui a une fantasmatique sexuelle. Tous les problèmes isolent, hein. Mais c'est vrai, hein, quand tu vas pas bien, tu vas avoir tendance à t'isoler. Et donc souvent, c'est des gens qui, étonnamment, peuvent être extrêmement bien insérés dans la société. Donc qui ont des jobs, qui sont en couple, qui ont des amis. C'est vraiment pas... Parfois, tu peux avoir un peu les cas des personnes qui sont isolées, seules dans leur chambre, dans le sous-sol de chez leurs parents. Mais la plupart, c'est des gens vraiment comme vous et moi, qui sont très bien insérés, mais qui sont extrêmement seuls. Qui a un isolement psychologique. Exactement. Mais parce que tu peux pas en parler, parce que ça tronche. Hein. Vous et moi aussi, hein, mettons que tu as un problème dans ta vie, c'est quelque chose où tu vas ruminer, tu le sais que c'est présent, et quand tu n'arrives pas à en parler, forcément que tu vas avoir tendance à t'éloigner, à t'isoler. Donc oui, non, ça joue, d'où le fait justement de pouvoir offrir une ligne d'écoute pour que les personnes puissent nous appeler. Puis
ça a vocation à faire référence à des professionnels, mais aussi juste parfois pouvoir en discuter. Ça me fait penser, je sais pas si tu vas pouvoir me répondre, mais est-ce que les personnes, parce que tu sais, quand on parle de fantasmatique, la plupart des gens ont un grand répertoire de fantasmatique. Est-ce que ces gens-là que tu vois, notamment en clinique, en relation d'aide, est-ce que c'est des gens où leur répertoire est souvent fixé sur les mineurs, ou il y a comme les mineurs font partie d'une cinquantaine de fantasmes? Au CIDS, les personnes qu'on rencontre... toi, ce que tu as vu en général... Ça dépend. Moi, c'est sûr que je travaille avec les adolescents, puis les fantasmes sont quand même plus réduits à l'adolescence, parce que comme tes capacités de mentalisation sont vraiment pas les mêmes qu'à l'âge adulte. Mais c'est sûr que si on parle de fantasmes socialement inacceptables, souvent, ce qu'on va remarquer, c'est que ça devient problématique quand il y a une certaine rigidité au niveau du fantasme. Donc, il y a un seul fantasme ou une seule situation, un seul scénario qui va te provoquer de l'excitation sexuelle. Si la fréquence aussi. À quel point est-ce que c'est un fantasme que tu vas amener régulièrement? On parlait justement de mécanismes d'adaptation par la sexualité. C'est sûr que si à chaque fois que tu vis une difficulté, tu vas avoir tendance à te réfugier dans la sexualité, ça devient aussi un peu problématique. Est-ce que c'est illégal en soi pas le fantasme en tant que tel, mais si jamais il était réalisé, est-ce que ce serait un fantasme qui deviendrait, un comportement qui deviendrait illégal? Est-ce qu'il y a des conséquences pour les autres, des conséquences pour la personne? Donc ça dépend. Mais c'est sûr que dans le clinique, c'est un petit peu difficile parce que c'est sûr qu'on rencontre des personnes qui ont des répertoires extrêmement fermés. Puis dans ce cas-là, c'est plus complexe. Puis souvent, ça va nécessiter de la thérapie. Mais pour d'autres personnes, non, ils peuvent avoir tout type de fantasmes. Puis encore une fois, pour le coup, au CIDS, là où on travaille, il y a des personnes qui ont commis des délits sexuels. Puis c'est pas forcément des personnes qui rentreraient dans les diagnostics, par exemple, de pédophilie. Et donc, ils peuvent avoir des fantasmes tout à fait normaux. C'est ça, parce que ça m'a juste fait penser quand tu dis, tu sais, c'est des personnes qui sont en couple, qui sont socialement intégrées. Ça m'a fait penser, tu sais, ces personnes-là peuvent vivre une sexualité, entre guillemets, comme acceptée socialement, mais il peut quand même avoir... des fantasmes sur les mineurs, par exemple. J'imagine qu'il doit avoir les deux. Puis c'est sûr que dans le cas où vous voyez des gens, c'est peut-être les gens où c'est plus restreint, si on peut dire, parce que c'est peut-être là que tu vas chercher de l'aide. C'est sûr que tu vas vivre plus de détresse si c'est la seule chose qui est excitante pour toi versus s'il y en a comme une panoplie, tu sais. Ouais, mais tu vois, si je pense... c'est sûr que c'est plus Clara qu'à ces personnes-là en rencontre, en relation d'aide. Mais c'est des personnes qui... C'est assez rare, en fait, d'avoir ce qu'on appelle de la pédophilie exclusive, en tout cas des fantasmes sexuels envers les mineurs qui soient exclusifs. Donc la plupart, il va y avoir aussi d'autres types de fantasmes envers des personnes adultes, des personnes adolescentes, aussi les béphilies. Donc ça peut être vraiment assez... c'est relativement rare, puis c'est un peu ce que la littérature aussi souligne, d'avoir des personnes qui tripent uniquement, mettons, sur des enfants de 6 à 8 ans. Là, tu as mentionné un mot, les béphilies, qui est la fantasmatique sexuelle envers des corps adolescents. Oui, exact. J'ai l'impression que c'est vraiment plus commun que qu'est-ce qu'on pense, dans la mesure où, comme... Je sais pas, j'ai l'impression que le corps adolescent est quasiment valorisé. Si je pense au standard de beauté d'une sexualité féminine, c'est imberbe, c'est petite, c'est... Puis j'ai l'impression qu'il y a comme... Je sais pas, je vais peut-être avoir ton opinion là-dessus, si c'est pas fou ce que je dis... du corps adolescent puis du fantasme qui est autour de ça est quand même commun. Après, ça dépend encore une fois parce que prépubère, effectivement, c'est pas formé. Pubère, c'est en cours de formation. Après, si tu penses en soi à quelqu'un qui aurait 16 ans, souvent à 16 ans, la puberté comme passé, donc tu vas avoir les caractéristiques sexuelles secondaires qui sont développées, tu vas avoir des formes, tu vas avoir des corps qui ressemblent de plus en plus à des corps adultes. Donc, est-ce que c'est normal ou non d'avoir une attirance sexuelle? Qu'est-ce que la normalité? Non, mais c'est moins choquant, effectivement. Après, les béphilies, c'est vraiment... C'est difficile de poser des âges, mais ce serait à partir entre, mettons, 13 et 16 ans. Ouais. Je faisais le lien parce qu'il y a comme une discussion dans le monde de la sexologie qui s'ouvre sur le lien entre les standards de beauté de la féminité, puis comment ceux-là sont valorisés dans la sexualité et la transsexuelle envers des corps plus jeunes, prépubères ou enfants. Puis les liens sont vraiment explicites. Là, quand on parle de corps imberbe, de se raser complètement, les aisselles, les pubis, les jambes, on est comme, OK, mais quel corps n'a pas de poils? Ce sont les corps d'enfants. Fait que d'où le lien s'est fait. Fait que c'est pour ça que je voulais faire les petits... Effectivement, puis c'est souvent ce qu'on va voir dans les vidéos pornographiques. Il y a une seule forme de corps, tous les organes génitaux ressemblent... il y a un seul modèle. Donc effectivement, oui, c'est ça aussi le lien avec
qu'est-ce qui influence l'autre, c'est un petit peu compliqué à départager. Même la vulve, les discussions autour de la labiaplastie, la vulve socialement valorisée, c'est une dont les petites lèvres ne sont pas développées, sont petites, sont plus petites que les grandes lèvres. C'est une vulve d'enfant, parce que c'est à partir de 12 ans que tu vas avoir les hormones où ton corps va commencer à changer, puis les petites lèvres vont grandir, vont devenir asymétriques. Mais, en tout cas, c'est ça, je trouve ça fou. Je trouve que c'est une discussion tellement importante à avoir sur comme un peu remettre en contexte les standards de beauté qu'on a pour le corps de la femme. Là, c'est ouf. Oui, puis dès que tu vieillis, c'est d'avoir l'air plus jeune. Il y a tout ça aussi. C'est à ça que ça m'a fait penser quand tu parlais de ça. Mais les chirurgies, comme tu dis, où on parle de la labiaplastie. Labia ou labio, les deux mots sont utilisés en fait. OK, oui, c'est ça. Puis quand tu compares, au final, ben, c'est l'apparence d'une vulve d'enfant. Fait que c'est... Puis même dans la porno, il y a beaucoup ça aussi. Ben oui, il y a beaucoup d'actrices qui se font faire là. La labiaplastie, c'est, pour ceux qui savent pas, là, c'est une réduction de la taille des petites lèvres en fait. C'est ça la chirurgie. C'est une chirurgie plastique. Mais tu sais, comme on disait aussi, je pense que les personnes qui ont un intérêt, des fantasmes envers comme les mineurs, je pense qu'il doit y avoir une distinction quand même qui se fait dans le cerveau, mais genre, tu sais la différence, tu sais, ou du moins tu peux aller poser des questions comme quand tu dis que vous faites de l'éducation aussi avec Ça suffit, je pense qu'il peut y avoir ça aussi à comme distinguer, tu sais. C'est sûr. Puis je pense qu'on gagnerait aussi à ce qu'il y ait de l'éducation tout court, qui soit fait, mais en prévention primaire. Donc, parce que nous, on s'adresse à des personnes qui ont des fantasmes socialement inacceptables, mais on devrait être dans les écoles, on devrait parler de pornographie. C'est sûr que c'est toujours un discours qui est un peu compliqué parce qu'il y a certains parents qui peuvent être réticents. Puis il n'y a pas assez de fonds qui sont donnés, il y a des programmes qui sont montés qui sont intéressants, mais on demande à des profs de les donner, ils ne sont pas à l'aise. Quand il y a des sexologues qui arrivent à se déplacer dans les écoles, t'as 1 heure, 1 heure et demie. Moi, je suis allée avec le SPIVAS, qui est un organisme à Laval, plus en victimant, et t'allais donner des ateliers sur les violences sexuelles. Mais on se retrouve dans une classe, il y a 30 élèves, et on a 1 heure pour parler de ça, fait que forcément que c'est pas suffisant. Le message passe peu. Exactement. C'est ça, j'allais te demander comment ça s'inscrirait dans les cours d'éducation à la sexualité, parce que le ministère offre un programme, après les écoles l'appliquent comme ils le peuvent ou comme ils le veulent, ça dépend vraiment des milieux, mais comment votre mission de prévention pourrait, mettons, concrètement s'impliquer dans ces programmes-là? Ça prendrait des subventions, là, je te dirais, parce que comme c'est sûr qu'on est quand même pas une petite équipe, puis là, nous, c'est d'offrir de l'aide pour ces personnes-là. C'est sûr qu'après, à plus long terme, ce serait intéressant de pouvoir aller dans les écoles, ne serait-ce même que dans les cégeps, pour parler de consentement, pour parler de choses vraiment très basiques. Est-ce que ce serait à Ça suffit ou est-ce que ce sera à d'autres organismes de pouvoir y aller? Finalement, peu importe. Parce que je pense que le but, c'est ça, c'est d'avoir des conversations comme celles qu'on a sur la pornographie. Je pense que c'est un peu... utopiste de se dire que les jeunes ne regardent pas de pornographie, on n'en parle pas, que c'est interdit au moins de 18 ans. Est-ce qu'on pourrait pas justement être plus en réduction des méfaits en parlant de... Il y a des côtés positifs à la pornographie, ça te permet de découvrir ton corps, de découvrir tes fantasmes, de découvrir certaines pratiques. Donc, t'es sans diaboliser, mais justement en pouvant accompagner les jeunes... à regarder ce genre d'image en sachant que c'est un film, c'est du divertissement, c'est des acteurs, c'est un scénario. Tu vas au cinéma voir un film de super-héros, t'essayes pas de te jeter contre un mur, tu le sais que c'est pas vrai. Mais c'est la même chose avec la pornographie. C'est ça. Puis parler de consentement, de porno, ça met la table pour les interventions que vous faites plus tard. Vraiment. Ça me fait penser à Rosie qui a donné, quand elle faisait son stage, un atelier sur le plaisir. Puis je pense que vous parliez de masturbation, de porno. Puis c'était comme l'atelier qui a eu le plus d'impact. Oui, dans définitivement, parce que c'est le genre de choses qui sont peu parlées, puis c'est le genre de choses qu'on veut pas parler parce qu'on se dit, par exemple, les parents qui pourraient être contre l'idée, c'est comme ça concerne pas mon jeune. La porno, de toute façon, c'est illégal, entre guillemets, avant 18 ans, parce que on se rappelle, c'est ça, tu sais. Je veux dire, on est en train de préparer un atelier, pas un atelier, mais un épisode de podcast qu'on va faire au cégep, puis je disais à André, mais là, on va parler de porno, mais ils n'ont pas nécessairement 18 ans, puis tout, puis c'est de se mettre la tête dans le sable, de penser qu'ils en regardent pas, tu sais. Je veux dire, l'âge
moyenne pour regarder de la pornographie chez les jeunes, c'est extrêmement comme bas, mettons. Je pense qu'à 12 ans, il y a genre 70% qui vont avoir vu surtout du matériel. Ouais, surtout les gars, par exemple. Ouais. Il y a quand même une distinction à faire, comme les chiffres sont quand même de ce qu'on avait vu en sexo, là. Oui. Je pense que c'est genre, ouais. Mais aussi, c'est beaucoup plus parlé, genre, petit gars, puis c'est comme plus accepté, on dirait. Mais, tu sais, c'est genre 11-12 ans, là. Mais il y a aussi un contexte informel. Genre, mettons, moi, je me rappelle, à l'adolescence, les premières vidéos porno que j'ai vues, c'était dans une optique de dérision ou d'humour. Genre, oh mon Dieu, t'as-tu vu Two Girls, One Cup? Puis là, on me tourne le téléphone, puis on me montre la vidéo, genre, puis c'est ça. Dans une optique de comme de choquer ou entre amis ou dans un party, puis là, genre, ha ha ha, non, non, non. Puis c'est ça, mais c'est quand même de l'exposition du matériel pornographique. Exact. Ouais. Puis on en parle tellement pas. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai regardé la porno, je devais avoir genre 20 kek, là. Genre, moi, c'était comme, c'est juste pour les petits gars, puis... Tu sais, c'était comme... C'est presque associé à un tabou, tu sais, social. Moi, à mon école secondaire, c'était comme... D'autant plus, on dirait, comme strict, on parlait pas de ça du tout, tu sais. Fait que ça a été full long, mais je veux dire... On aurait dû ouvrir le discours plus tôt, tu sais, parce qu'au final, on va tout être confrontés ou on va tout en regarder à un moment ou à un autre. Puis de sexualité, hein. Vous parlez de plaisir, de fantasme, mais tu sais, c'est quoi un fantasme? Les jeunes ne le savent même pas. Donc, juste de pouvoir aborder le sujet, le consentement. Ouais. On n'en reviendra jamais assez, là, mais c'est comme les critères du consentement. Nous, on reçoit des jeunes, ils ne savent pas c'est quoi. Donc, il y a toujours, souvent, je pense, la crainte qu'on leur mette des idées dans la tête, puis que si on aborde certaines choses, mais c'est aussi pour les protéger. C'est important de parler de limites, de c'est quoi ton corps, c'est quoi ta bulle, qu'est-ce que les gens peuvent faire, pas faire, qu'est-ce que toi, tu as le droit d'accepter, de refuser. Donc, on devrait évidemment pouvoir parler de tout ça en abordant la pornographie ou même pas, mais juste c'est normal à l'adolescence, lors de la puberté, de se questionner sur la sexualité. Et on va le voir, les enfants maintenant, l'accès à Internet, aux tablettes, où tu vas taper des mots sexe parce que tu es curieux. Mais c'est une curiosité qui est en soi normale, qui fait partie du développement sexuel saine. Pardon, Mais ça me fait penser à, tu sais, tantôt de parler de consentement, c'est aussi d'être capable de... Puis pourquoi moi j'en parlais dans les stages beaucoup, c'était, oui, en prévention, mais être capable de reconnaître aussi. Tu sais, tantôt quand je parlais la petite fille de 12 ans qui était sur un jeu, qui s'est fait demander d'envoyer des photos, elle savait pas que ce qu'elle faisait, c'était pas correct, puis la personne derrière pouvait avoir des, d'autres idées. Elle savait pas rapport. Puis il y a comme un moment où, après plusieurs semaines, plusieurs mois, il y a eu comme la réalisation de son côté de comme... Mais tu sais, je veux dire, c'est fou, tu sais, quand tu connais pas le consentement, puis prendre des photos de son corps, c'est comme, mais il y a personne qui me touche, tu sais, c'est comme, il y a tout ça, puis c'est pour ça que la discussion du consentement est autant importante, puis je veux dire, notre dernier épisode, c'était avec Marie Louetier qui a l'app Oli d'éducation à la sexuelle pour 0-12 ans, puis c'est de ça qu'on parlait, c'est comme, le but de l'éducation à la sexualité, c'est de prévenir des comportements problématiques ou de reconnaître des situations problématiques, tu sais. Puis les siens aussi, hein, parce que le fait, quand t'es mineur, de demander une photo à quelqu'un d'autre, mettons que même si la personne est consentante, c'est de la production et de la distribution de pornographie juvénile. Fait que même ça, tu sais, c'est comme t'es en couple avec quelqu'un, vous avez le même âge, tu demandes une photo, t'es en train de commettre un délit sexuel. Il y a quelqu'un à mon école secondaire qui avait été arrêté, puis on comprenait pas pourquoi. On était comme, ben, sa blonde, elle a juste 1 an de moins, puis on était comme, voyons, on trouvait ça, c'était tellement intense, puis mais c'est parce qu'on savait pas, puis on n'était pas au courant des lois, puis de qu'est-ce qui était mis en place. Puis c'est là que je me dis, l'éducation à la sexualité permet de développer un sens critique, puis un sens du jugement pour les jeunes aussi, puis de reconnaître les situations qui sont correctes, qui le sont pas, qui sont légales, qui sont pas légales. Puis l'éducation à la sexualité a un rôle tellement important dans la prévention des infractions puis des délits sexuels. C'est fou, puis genre, je peux pas assez mettre l'accent là-dessus. Vraiment. Je pense que ça vaut la peine de mettre... Parce que là, on en a parlé comme si pour nous, ça faisait plein de sens, mais je pense que j'ai appris au bac que c'était criminel de partager des photos de soi en tant que mineur. Fait que je veux juste comme ouvrir la parenthèse parce que je pense qu'au bac, j'étais comme... De quoi tu parles? On était ensemble dans le cours de Victimo. On était assis puis on était comme... Les nudes que j'ai envoyés à mon chum quand j'avais genre 14-15 ans. Mais voyons. Puis là, comme la réalisation... Oh, mon Dieu, mais je me rappelle, la classe chuchotait pas mal. Là, oui, mais tu sais, je pense que aussi, il y a... Puis là, je me rappelle pas des clauses, mais tu sais, il y a quand même... Les gens au pouvoir comprennent qu'il y a des jeunes qui peuvent se prendre en photo pour... Tu sais, puis il y a rien de comme...
il y a pas de malice avec ça, tu sais, c'est juste comme je pense qu'il y a des clauses par rapport à ça. Ça va être du cas par cas, là. Ouais, je pense que tu as le droit d'en prendre mais tu pas le droit d'en partager, quelque chose comme ça. Ouais. Mais je pense que ça avait été choquant pour nous qui sont au bac, qui comprennent que ça c'est criminel, tu sais. Fait que faut que tu te rendes là dans ton éducation pour le savoir. Ouais, c'est fou. C'est comme, il est trop tard. Ouais. Vous êtes 10 ans trop tard. Désolée. Ouais. Fait que, puis je pense pas que si j'avais pas été au bac, peut-être que je le serais, là, mais dans le sens que comme c'est quelque chose qu'on se dit, qu'on fait pas le lien, tu sais, qu'on est en train de produire de la pornographie juvénile en se prenant en photo nous-mêmes et en le partageant à notre chum blonde dans le temps, tu sais. Là, tu parlais de l'importance aussi de regarder ses propres comportements, puis j'ai reflété, comme, mettons, la place de l'éducation à la sexualité dans le développer un sens du jugement, puis de voir comme, mettons, dans l'interne année, j'ai plus tendance à regarder ce contenu-là, puis de le remarquer, d'être capable de comme prendre conscience de ses propres comportements, de la pornographie qu'on consomme, peu importe, puis d'être comme, j'aurais peut-être besoin d'aide, j'aurais peut-être besoin de parler, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut, c'est de l'autodétermination, c'est de donner la gentilité aux jeunes, puis ça aussi, c'est full important dans la prévention. Oui, puis dans ta manière aussi de demander le consentement lors de tes activités sexuelles, quelles qu'elles soient. Quand est-ce que tu le demandes? Est-ce que tu le redemandes à chaque fois? Tu sais, on valorise pas assez ça, mais ça peut être vraiment super sexy aussi de demander le consentement à quelqu'un. Ben oui, puis on en parle tout le temps que normal qu'on valorise pas, on le voit pas, on voit pas représenté dans les médias comment le consentement devrait être mis en application. Puis je pense qu'il y a eu un petit truc, genre avec OD cette année, qui est une télé-réalité québécoise, où il y a justement un candidat qui a comme embrassé une candidate sans son consentement, puis personne dit rien, puis tout le monde est comme « Ah, ben, tu sais, c'est comme... » J'étais même pas au courant, je regarde pas cette année. Ouais, non, c'est ça. Moi, je le regarde, mais c'est comme... Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vu d'une... C'est représenté d'une façon tellement socialement acceptable. Mon Dieu, mais tu vois toutes les rom-coms de romance que comme du gars qui prend la fille limite par la main et qui l'approche d'elle, puis c'est comme bisous surprise, puis c'est la chose la plus romantique au monde. Hey. C'est comme le consentement n'est pas représenté, on le voit pas dans les médias populaires, dans les films, dans les séries, puis juste tu sais cette scène là que je pense qu'il y a comme quelques contes sexos qui l'ont comme tu sais démontré que mais tu sais le consentement n'a pas été demandé, puis tu sais on s'entend là, c'est une télé-réalité, peut-être que ça a été posé dans on le sait pas, mais tu sais c'est juste une image concrète qui est d'un diffusée, candidat. c'est pas ça, Oui, c'est ça, d'un candidat qui embrasse une autre, il y a aucune notion du consentement, puis je dis pas que genre cette personne l'a pas demandé, c'est pas ça, je sais pas, là, c'est quelques séquences, mais c'est quand même à quel point si tu le regardes pas d'un sens critique, tu vois rien passer, tu sais. Fait que on regarde les films et les séries de la même façon, on n'est pas tout le temps en train de se dire tu sais. Puis la plupart des gens, je pense que c'est parce que j'ai étudié en sexo que j'ai comme un peu plus l'œil aiguisé là-dessus, tu sais, la culture du viol, c'est ce que c'est en fait, on est capable de le reconnaître, puis la prochaine question que j'aurais à poser, c'est comment on articule des interventions pour des personnes qui ont des fantasmatiques, par exemple, de non-consentement ou d'agression, de viol, dans une culture du viol comme laquelle on vit. Est-ce qu'on parle de personnes qui ont des fantasmes de? Ouais, ou qui l'ont commis, je vais te laisser. Parce que c'est quand même deux choses différentes. C'est vraiment, je refais la distinction de ça suffit, c'est IDS. Mettons quelqu'un qui aurait de la fantasmatique, donc qui n'aurait pas commis d'agression sexuelle, qui serait pas auteur, mais qu'on vit dans un monde où, dans la plupart des films de romance, il y a des bisous non consentis, le consentement n'est pas demandé dans les représentations de sexualité qu'on a. Est-ce qu'une personne pourrait justifier ses fantasmes à travers ça, de dire, c'est ce qu'on me montre? On en revient un peu à est-ce que ça amène de la souffrance? Parce que d'abord, mettons des fantasmes de viol, d'avoir des fantasmes d'être même soit pris par violence ou qu'il n'y ait pas forcément de consentement. Encore une fois, c'est pas criminel. Il y a, alors j'ai pas toutes les statistiques, mais c'était le docteur Christian Joyal qui est neuropsychologue qui expliquait que ces textes dans le cours de diversité des finalement c'est assez banal, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, d'avoir ce genre de fantasme. Fait que si une fois de temps en temps tu fantasmes là-dessus puis que ça reste de l'ordre du fantasme puis que ça génère de l'excitation sexuelle, mais que tu as beaucoup d'autres fantasmes, univers fantasmatiques, c'est quelque chose de comme très bien. Si tu souffres pas de ça, si c'est jamais agi, fine. Par contre, ça devient problématique quand ça devient justement un peu ce qu'on disait, rigide, envahissant, et que possiblement que toi ça te commence à poser des questions, puis de la souffrance. Effectivement, là viens consulter et puis on va regarder ça ensemble. Je pense que tu apportes le mot qui est tellement important, c'est ton répertoire fantasmatique, est-ce qu'il est diversifié? Est-ce que la seule chose qui t'excite, c'est quand ton chum t'étrangle puis que tu lui dis non mais qu'il continue, mais que c'est ça que vous avez établi qui t'excitait puis c'est la seule chose, là tu peux te poser des questions, mais quand ça fait partie de votre sexualité puis que ton répertoire fantasmatique est varié, tu sais...
Puis c'est 2 choses différentes de fantasmer versus que ce soit agi. Ouais. Oui, mais tu sais, je parle de, mettons que c'est agi, mais que c'est dans le sens que comme c'est consenti. Tu sais, quand ça peut être un scénario BDSM, oui, c'est ça. Dire un peu, j'arrive mal d'expliquer, mais tu sais, c'est un scénario, ça peut faire partie de, tu sais, de quelque chose que vous parlez avant, évidemment. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, on reproduit un scénario, par exemple. Mais que ça, c'est... Tu sais, c'est quand tu disais tantôt, quand tu te poses des questions sur est-ce que c'est la seule chose qui m'excite, est-ce que mon répertoire est plus varié que ça? Si oui, ça te crée pas de détresse, puis comme ta sexualité, ça va, là. Tu sais, je pense qu'il y a quand même des questions à se poser aussi, tu sais. Quand on voit que ça devient très rigide, très strict, que c'est la seule chose, puis tu sais, c'est comme n'importe quoi, là, même si on pense juste aux fétiches qu'on entend souvent, comme par exemple des pieds ou comme une couleur de vernis à ongles. Quand c'est la seule chose, c'est là que tu peux vivre une souffrance, mais quand ça fait partie de ta sexualité, il n'y en a pas de problème, tu sais. Et nous, on s'adresse à des personnes qui souffrent. Oui, ça suffit, parce que si tu souffres pas puis que tu nous appelles juste pour nous raconter tes fantasmes, on peut rien faire pour toi. Ça. Donc tu souffres pas, tu passes pas à l'acte, c'est pas le genre de personne que vous recevez. Puis on n'est pas non plus une ligne érotique, tu vois, donc on n'a pas vocation à écouter les fantasmes de monsieur et madame tout le monde. Ben non, exactement. Mais c'est effectivement, par contre, si tu commences à en souffrir, viens nous en parler, puis on va faire le pont, puis on va pouvoir te référer à des professionnels qui sont à l'aise et qui vont pouvoir t'accompagner. Je pense que, parce que je regarde comme ce qu'on avait noté aussi, puis c'était... On parlait de comment l'éducation sexuelle peut jouer un rôle dans la prévention des infractions à caractère sexuel. Puis, tu sais, on l'a tellement nommé. Je pense que l'éducation, comme on disait, c'est le plutôt le mieux aussi. Puis que ça peut juste être en prévention, tu sais. Je pense que c'est important de nommer les choses, de parler de consentement, de parler d'agression, de parler ce qui est correct, ce qui est pas correct, pour être capable, de se poser des questions sur soi-même, et 2, d'être capable de reconnaître comme... Si on est victime aussi, tu sais, il y a ça, comme je parlais tantôt, tu sais, il faut être capable de se reconnaître victime, entre guillemets, de comme, ce qui s'est passé, c'était pas correct, tu sais, ce qui a été commis sur moi, par exemple, puis si tu comprends pas le consentement, à 8 ans, peut-être que tu vas pas le savoir, tu sais. Fait que je pense que c'est important. Puis depuis tout jeune, là, il y a tellement de manières d'enseigner le consentement, parce que le consentement, c'est pas uniquement sexuel. Mais non. C'est très, très vaste. Fait qu'à un enfant de 5 ans, tu peux lui apprendre c'est quoi les parties du corps, qu'est-ce qui est normal de toucher, pas toucher. En changeant la couche de ton bébé, dis-lui les étapes que tu fais, c'est des éponges, là. Vraiment. Exactement. Mais je pense que même en secondaire 1, quand je faisais les ateliers d'éducation à la sexualité, quand je parlais de consentement, oui, on met l'accent sur le consentement sexuel, mais ils se rendaient compte qu'ils savaient en fait c'était quoi le consentement. Ils savent c'est quoi s'ils veulent prendre le jouet de quelqu'un d'autre ou comme, tu sais, faut juste être capable de l'appliquer. J'imagine les jeunes de secondaire 1 genre jouer avec comme des jouets. C'est parce que quand je leur demandais c'est quoi le consentement sexuel, eux ils entendent sexuel. C'est ça. C'était est-ce que je peux partager le dessert avec mon ami? C'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est de l'attribuer à autre chose. Tu sais, j'ai fait mon stage en école secondaire, puis je vous le confirme, que les jeunes en secondaire 1 ne savent pas c'est quoi le consentement sexuel, en grande majorité. Tu sais, fait que mon stage m'a vraiment comme heurté, puis j'étais comme mais en même temps, je suis comme, mais je pense que moi non plus, peut-être qu'en secondaire 1, j'avais pas... T'étais pas au courant. Tu sais, quelqu'un touchait mes fesses, j'étais pas comme... Je criais pas au loup, tu sais. Oh mon Dieu, il y avait tellement de touchés. Genre, j'ai des flashbacks des gars qui tapent les fesses des filles dans mes... Puis c'était drôle, genre. Il y avait genre un rire collectif. Je sais quoi? Mais ça m'est arrivé d'en voir à l'école secondaire comme une couple de fois, genre 3-4 fois de genre quelqu'un qui tape les fesses de quelqu'un puis qui part à la course puis qui genre tout le monde trouve ça bien drôle. Mais comme tu dis, c'est banalisé. C'est comme pas ridiculisé, mais ça devient comme une blague, genre c'est comme boys c'est drôle. will be boys. Un peu. Puis aussi même les filles que moi j'ai vu que ça arrivait, ils en font pas de cas, genre, entre guillemets, sur le moment, mais c'est peut-être sur le tard que tu te rends compte que comme, hey, mais tu sais, il me touchait, puis j'avais pas envie qu'il me touche les fesses, tu sais. J'ai des discussions avec lui. Puis après, je pense que c'est pas non plus juste une question de genre, parce que des hommes des garçons peuvent être victimes de certains gestes. Et puis, tu sais, on parlait d'éducation, donc par rapport à soi, ses limites, puis par rapport au comportement qu'on peut avoir. Mais je pense que c'est aussi important pour pouvoir justement remarquer les comportements des autres. Puis on a aussi une responsabilité, même qu'on soit adolescent, ou même nous à notre âge, ou même plus vieux, de... tu sais, quand tu vois quelque chose de pas correct, c'est aussi important que toi, tu puisses le souligner à tes amis, mettons. Si tu vois un de tes amis faire de quoi qui dépasse justement les limites du consentement, nomme-le. C'est ta responsabilité aussi par rapport à ça. Ben oui, 100%. Puis je pense que dans n'importe quelle discussion, malheureusement, on dirait que c'est, tu sais, juste des blagues, des fois, c'est comme rarement dénoncé. Puis à quel point ça part de là aussi, tu sais. Quand c'est juste aussi de l'ordre de la parole,
que c'est là que c'est important aussi d'en parler. Tu sais, c'est pas obligé que quelqu'un agisse pour que tu dises quelque chose. Tu sais. Quand quelqu'un fait des blagues par rapport à ça. Il y a une des questions qu'on avait rédigées, puis ça va être la dernière, à moins que tu en aies d'autres, parce qu'on est déjà à 1 heure. Ouais, vas-y. C'est comment le public peut participer à la prévention des comportements, des délits sexuels. Y a-tu un rôle, tu sais, on parlait d'éducation à la sexualité qui a un rôle important. Y a-tu comme un rôle pour un peu lancer à la population générale? Si on parle un peu de ça suffit, donc vraiment pas forcément... déjà, je pense que c'est de s'éduquer. Puis c'est un petit peu ce qu'on fait aussi, de justement essayer de dépatauger c'est quoi l'amalgame. Donc des personnes qui ont des fantasmes envers des mineurs, c'est pas forcément des personnes qui vont passer à l'acte. Ça permet aussi d'être plus à l'écoute peut-être des personnes. Les études montrent que dans la majeure partie des cas, les personnes qui vont recevoir ce genre de dévoilement de comme hey, mettons, je pense que j'ai un problème, j'ai des fantasmes sur des mineurs, c'est les amis. Donc, on peut tous être concernés. Puis je pense que c'est important de se poser la question de comment est-ce que vous réagiriez s'il y avait un ou une de vos amis qui venait vous voir en vous disant « Hey, je pense que j'ai ce genre de problème. » De pouvoir être à l'écoute, de ne pas de suite penser que c'est des personnes qui vont passer à l'acte, parce que c'est vraiment 2 choses différentes. Et puis, on revenait un petit peu au fait de souligner peut-être les comportements qui peuvent être problématiques, mais ça en fait partie, tu vois. Donc, je pense que c'est comme tous les sujets tabous, l'important, c'est de pouvoir juste l'aborder, en discuter, même si c'est compliqué, et puis sensibiliser les gens autour de nous. Est-ce que n'importe qui peut vous appeler pour, mettons, demander des conseils? Genre, mon ami m'a confié ça. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler pour demander des conseils de comment l'accueillir, comment vraiment en discuter? Il n'y a pas juste les personnes, la majorité des personnes qui contactent Ça suffit, c'est des personnes qui sont elles-mêmes concernées par la problématique, mais on a des personnes de l'entourage, que ce soit des amis, des conjoints, des parents parfois aussi. Il y a des professionnels qui nous appellent, mettons que tu es sexologue en pratique privée, puis que tu as un de tes patients, clients qui est dans ton bureau, puis qui te dévoile ça. Tu peux appeler Ça suffit, justement, pour obtenir de l'aide. C'est vraiment bon ça. Il y a des personnes qui sont victimes aussi qui peuvent appeler justement pour savoir un petit peu pourquoi, etc. Donc nous, on peut être là pour répondre à ces questions-là. C'est sûr qu'après, on va faire des références vers des organismes plus en victimo, là, mais ça, tout le monde peut nous appeler. Puis de toute façon, même si on n'est pas la bonne ressource, on va référer aux personnes qui sont compétentes. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais des personnes qui ont subi des agressions sexuelles ou des attouchements peuvent... C'est pas le cas pour tout le monde, mais peuvent avoir un besoin d'éducation, de comprendre les motivations, les mécanismes des personnes qui sont auteurs de l'agression. Fait que j'avais même pas pensé à ça, mais ça peut être une ressource vraiment utile. Vraiment. Ça conclut l'épisode. Oui, merci vraiment beaucoup. Je pense qu'on a touché à beaucoup de sujets. On a ouvert la discussion aussi. On a touché à plusieurs choses. Merci beaucoup de faire ce que vous faites, premièrement. Merci, je pense que c'est vraiment important. Puis, comme tu dis, c'est une ressource qui est nouvelle-ish. Oui, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans, exact. Fait que, tu sais, l'importance d'en parler, que ça existe, parce que ça sert à rien de mettre sous silence quelque chose qui existe, qui est réel, tu sais. Fait que d'y aller aussi d'un côté en prévention. Vraiment. Puis que, comme tantôt tu as dit, je pense que tu as utilisé le bon mot, tu sais, la zone grise des personnes oubliées, qui n'ont pas encore passé à l'acte, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être entendues, d'être écoutées. Je pense que c'est fou l'importance que vous faites. Fait que merci d'en avoir parlé avec nous. Merci de nous avoir éduqués aussi, parce que je pense qu'on a beaucoup appris. Oui, on a appris des choses, puis c'est le fun que, même ayant un bac en sexo, oui, on a appris des choses au bac, là, mais... On a besoin de formation continue. Oui, c'est ça. Puis genre, ça en fait partie, tu sais. Fait que merci pour ça. Merci, Pauline. Merci à vous pour l'accueil. C'est super important aussi pour nous, justement, de pouvoir en parler, de médiatiser les services, parce que on peut avoir un vraiment beau projet, mais si les gens sont pas forcément au courant, c'est important. Et puis, c'est sûr que ça s'adresse aux personnes qui ont des fantasmes, mais ça, même à leur entourage, peu importe, là, c'est quand même vraiment important. Ça existe, puis il y a de l'aide qui existe aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. En guise de conclusion, on retient à remercier toutes les personnes qui ont participé à la création du projet. Marie-Ève Ouellette, illustratrice, tatoueuse et designer graphique pour notre magnifique logo, Guillaume Cadieux au montage, Frédéric Tagvorian pour notre musique et Godefroy Bossery pour la photo de podcast. Finalement, Suzanne Dufresne, qui est la propriétaire de la boutique Oui Sensuelle et aussi notre partenaire. On a un code promo en collaboration, Apéro Sexo 10, pour tous vos achats en boutique et en ligne. Merci.